Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité à votre émission Au risque de l'histoire et bienvenue sur notre plateau. Il s'agit de la 103e émission d'Au risque de l'histoire. Alors nous le savons tous, c'est dans l'Italie du XVe siècle, l'Italie du Quattrocento, que naît puis se développe un nouveau mouvement à la fois intellectuel, un mouvement artistique, un nouvel humanisme. Ce que l'on appellera bien plus tard en France la Renaissance. Parce que l'Église est associée dans nos perceptions au monde médiéval, nous avons tendance à la séparer de ce mouvement tourné vers une nouvelle modernité. Nous avons bien évidemment tort et c'est ce que je souhaite aborder au cours de cette nouvelle émission. Comment tout d'abord définir la Renaissance par rapport au Moyen-Âge? Quel est le rôle de l'Église dans ce mouvement qui n'est pas seulement un mouvement artistique? La papauté elle-même a-t-elle joué un rôle? Existe-t-il des résistances à ce mouvement intellectuel, notamment dans le monde monastique? Autant de questions que je vais avoir l'immense plaisir de poser à mes deux invités, Cécile Cabi et Jean-Marie Le Gall. Cécile Cabi, bonjour. Bonjour. Merci de revenir sur notre plateau. Vous êtes venu pour une émission consacrée aux moines. Avec Paul Bertrand, vous êtes venu également pour une émission consacrée à la théocratie pontificale. Avec Julien Théry, je me permets de vous renvoyer, chers auditeurs, chers téléspectateurs, à nos archives. Vous êtes historienne, médiéviste, professeur à Sorbonne Université. Alors, auteur de nombreux ouvrages, je dois citer pour cette émission Autoportrait d'un moine en humanisme, les éditions d'histoire et littérature. Il s'agit d'un éditeur italien, mais cela se trouve, on va dire, très facilement sur Internet. Votre actualité littéraire, il s'agit de cet ouvrage que vous avez dirigé, Église et grands hommes entre Renaissance et Réforme, un ouvrage paru à l'École française de Rome. Jean-Marie Le Gall, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, moderniste, spécialiste de la Renaissance, auteur vous aussi de nombreux ouvrages, Les humanistes en Europe, paru chez Ellipse, Défense et illustration de la Renaissance, aux presses universitaires de Rome. Et puis j'ai découvert aussi cet ouvrage, alors que j'ai acheté en occasion, parce que malheureusement il est épuisé. Pourtant il est vrai, enfin il me semble important dans la pensée intellectuelle de la Réforme et de ce que sont les moines, qu'on a tendance un peu oublier à l'époque moderne. Or, ils sont bel et bien là, et ils se réforment, les moines au temps des réformes. C'est un livre paru chez Champ Vallon il y a plusieurs années. Alors, je me tourne vers vous, Cécile Cabi. C'est, je crois, la première fois que j'ai à la fois un médiéviste et à la fois ce qu'on appelle un moderniste. Et c'est vrai que l'université française opère une distinction entre les deux, la fin du Moyen-Âge 1492 et le début des temps modernes. Or, l'historiographie, la recherche historique montre finalement que vous travaillez de plus en plus ensemble. Est-ce qu'il faut distinguer la Renaissance et donc la période moderne de l'époque médiévale ? C'est une vaste question et je ne vais sans doute pas prendre parti aujourd'hui, mais ce qui me paraît important également, c'est de distinguer des espaces. Et les phénomènes dont vous avez parlé dans l'introduction n'apparaissent pas, ne se développent pas au même rythme selon les espaces. Je suis médiéviste, mais je suis aussi spécialiste de l'Italie. Or, en Italie, dans les villes, dès la fin du XIIIe siècle, se développent de nouvelles formes de conception du savoir, du rapport notamment à une période phare pour la Renaissance, qui est l'Antiquité, ces mouvements peut-être sont incarnés, sont développés dans un personnage très connu comme Pétrarque, qui devient véritablement le point de référence pour toutes les générations postérieures de ceux que l'on appelle l'humanisme. Donc, à travers cette réponse, vous voyez bien que le Moyen-Âge, la Renaissance, ce sont des périodisations
sans doute utiles pour nos universités, qui ont évolué au fil de l'historiographie, avec le rôle de personnages très importants, notamment Jacob Burckhardt, qui invente cette notion de Renaissance et qui prend parti notamment sur le rôle de l'Église. Jacob Burckhardt, nous sommes quel siècle ? Alors, ces principaux ouvrages sont au XIXe siècle. Oui. Donc, c'est le XIXe qui a inventé la Renaissance. Il y avait le Giorgio Vasari qui utilise le terme de Rinascita en 1568 en Italie. Est-ce qu'il y a une Renaissance française? Il y a une Renaissance italienne? Voilà, quel est le sort de ce terme de Renaissance, Jean-Marie Le Gall? Je pense que, tout d'abord, les contemporains ont eu le sentiment de vivre une rénovation des belles lettres, une rénovation du temps même, et un certain nombre d'épisodes qui ne sont pas uniquement liés à l'Italie, parce que l'Italie avait joué un rôle dès le XIVe sur la rénovation des belles lettres, mais des événements, par exemple, qui concernent la réforme religieuse, y compris celle qui va entraîner la rupture avec Rome, introduit une nouvelle conception du temps. C'est-à-dire que c'est la devise de Genève, post tenebras lux. Et donc, il ne faut pas attendre le XIXe siècle, Michelet d'une part dans ses cours au Collège de France des années 1840 et Burckhardt, pour que l'on ait en quelque sorte une période qui s'institue. Les contemporains, sans nommer la période dans laquelle ils vivaient de Renaissance, avaient déjà, dès la fin du XVe siècle, qualifié cet âge intermédiaire qui est entre l'Antiquité et la période contemporaine. Ils l'avaient qualifié de Moyen-Âge. On en a 3 occurrences dans les textes avant 1500, et puis ensuite, ça se développe. Donc pour ma part, je pense que effectivement, il y a des continuités. Il y a tout un mouvement de rénovation des arts et des lettres, un modèle italien qui va essaimer dans l'Europe. Mais il se produit aussi d'autres choses qui ont permis la cristallisation d'une époque qui ne se limite pas au modèle italien. La découverte quand même des nouveaux mondes à partir du XVe siècle, enfin les explorations maritimes le long des côtes africaines, puis la découverte en 1492, non pas de l'Amérique, mais d'îles, comme dit Franck L'Estringant, et puis d'autre part la réforme de 1517 et puis très vite la rupture, font qu'on est là dans une période de, en quelque sorte, de rupture. Et d'ailleurs, une question qui se pose, c'est est-ce que la réforme protestante fait partie de la Renaissance? Parce qu'il y a bien des aspects, notamment de la conception de l'homme chez Luther, qui sont diamétralement opposés à la conception de la liberté et la dignité de l'homme, telle que les humanistes l'ont promue dès le XVe siècle. Cécile Cabi. Il faut d'abord penser à ça. La papauté romaine, réinstallée à Rome et qui se reconstruit à Rome, et ça c'est très important. Et puis il y a le reste de l'Église, donc les ordres religieux qui sont loin d'être unifiés. On a à ce moment-là, au XVe siècle, la plupart des ordres traversent des tensions complexes qui donnent naissance à des branches séparées, ce qu'on appelle les observants. Et les autres. Et puis, il y a évidemment le clergé séculier, les évêques, qui sont souvent... alors, moins les évêques que les cardinaux, mais malgré tout, les évêques, notamment en Italie, sont des princes, très souvent. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut essayer de comprendre quelle va être la place de ces professionnels d'un certain nombre de disciplines qui deviennent les nouvelles disciplines phares d'une nouvelle culture, notamment la rhétorique, l'histoire, la poésie, etc. Et donc, quelle est la place de ces professionnels dans l'entourage des évêques, des cardinaux, du pape? Quelle influence exercent leurs pratiques sur un certain nombre d'ordres religieux? C'est plutôt comme ça que je poserais le problème. C'est peut-être différent plus tard. Alors, j'ajouterais à cette description d'une Église qui est finalement assez polycéphale, avec des chefs d'ordre religieux, des cardinaux, le pape, j'ajouterais aussi le rôle important, notamment dans la France et les Pays-Bas, des facultés de théologie, qui ont un magistère qui est très important, peut-être plus important même que celui du pape. Au début du XVIe siècle, lorsque la faculté de théologie de Paris commence à censurer Rochelin, Érasme, etc., alors que, par exemple, le Nouveau Testament d'Érasme, publié en 1516 à partir d'une traduction grecque, dans la
il y a une bulle, enfin un texte pontifical, une lettre de Léon X, et le texte est néanmoins condamné par la faculté de théologie qui dit que le pape n'est pas théologien. Donc il y a aussi le magistère des facultés qui est très important. Alors ensuite, l'Église, elle a en quelque sorte des déclinaisons spatiales, nationales différentes. C'est-à-dire que comment le cardinal Cisneros n'est pas exactement un prélat romain et n'est pas la même chose que le cardinal Wolsey en Angleterre. Alors sur les arts, effectivement, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par art, parce que à l'époque, et c'est ce dont parle Cécile, les arts, c'est tout ce qui est arts libéraux, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances encyclopédiques. Mais dans votre question, il y avait, je pense, aussi l'allusion aux arts plastiques, esthétiques. Et architecture, sculpture, peinture. Voilà, et de ce point de vue-là, là aussi, on retombe sur cette idée que lorsque, par exemple, en Angleterre, le cardinal Wolsey ou le cardinal Richard Fox décident de créer des collèges à Cambridge ou à Oxford, eh bien, ils sont construits dans un style gothique flamboyant. Mais dans le même temps, la papauté, quand elle remet en chantier en quelque sorte la basilique Saint-Pierre, eh bien, fait appel aux architectes de son temps, ce qui montre que cette église de la Renaissance n'est pas une église fermée aux arts nouveaux et à la modernisation. Et il en va de même pour les arts libéraux, quand on pense que la papauté a bien compris que si elle voulait restaurer l'autorité pontificale, il fallait qu'elle s'adosse à l'Antiquité. Donc on crée la Bibliothèque Vaticane, Rome devient le haut lieu de l'écriture du latin le plus cicéronien. On prêche d'ailleurs dans un latin cicéronien, qui fait que quand on va parler de saint Thomas, on va parler d'Apollo Christianorum, ce qui évidemment agace des humanistes du Nord comme Erasme, qui dans le cicéronien dira que c'est difficile de penser le christianisme uniquement dans le langage de Cicéron. Cécile Cabi, vous avez donc consacré un colloque à ces grands hommes et il y a une réflexion sur la notion de figure. Et ce que j'en retire, peut-être que vous allez me contredire, me corriger, mais toujours dans le domaine artistique, architecture, sculpture, peinture, au fond, l'artiste n'est plus anonyme. Alors que on peine à trouver qui étaient les auteurs des cathédrales, qui étaient les sculpteurs des cathédrales, qui étaient les architectes des cathédrales. Et bien là, à la Renaissance, la figure artistique émerge. On le doit, cela, à l'Antiquité, au genre, on va dire, littéraire gréco-latin ? Alors, peut-être, je ne sais pas si ça provient de ceci, mais il y a aussi la structure des cours. Dans l'Italie, où émergent un certain nombre de personnalités d'artistes, que ce soit dès le XIVe siècle, mais par exemple la figure d'un Mantegna, qui est vraiment emblématique de ce point de vue-là, qui devient l'artiste d'une cour et le peintre attitré d'une famille, eh bien, il est clair que la structure des cours princières, alors qui sont très nombreuses dans l'Italie du Nord, entre Milan et Venise, eh bien, joue un rôle essentiel pour singulariser autour du prince un certain nombre de professionnels qui sont reconnus pour leur capacité à mettre en valeur la majesté du prince, et ça passe par des éloges rhétoriques, et donc il y a toute une production à la fois historiographique sur les histoires de famille, de discours pour les anniversaires, les mariages des princes ou leurs funérailles, et puis également d'ornementation de leurs palais ou des églises qu'ils choisissent comme des lieux privilégiés pour commémorer la famille. Donc je pense que, je ne sais pas ce qu'en pensera Jean-Marie Le Gall, mais je pense que cette structure est assez essentielle pour voir émerger ces figures. Alors c'est sûr que le mécénat princier, en quelque sorte, a été un moyen d'aider l'artiste à se dégager de la figure de l'artisan. Et ça, dès le XVe siècle. Ce qui joue certainement aussi dans la mise en valeur, comme ça, d'une renaissance des génies, c'est l'apparition de l'imprimerie, qui va être un formidable moyen de lier une œuvre à un visage, parce que très souvent, on va avoir des portraits dans les livres imprimés de l'auteur. Le fait que le livre n'est plus comme le manuscrit médiéval, souvent
un recueil un peu zibaldonné de textes d'auteurs différents. Désormais, il y a une page de titre. On sait que ça apparaît dans les années 1495-1520, que ça se stabilise avec un nom d'auteur, etc. Et à mon avis, l'imprimerie a joué un rôle aussi dans cette mise en valeur de certains noms. Quand vous pensez à ce qu'Érasme, dans sa vie, a dû être imprimé, je ne sais pas, il y a 1500 éditions, peut-être d'Érasme, c'est quand même 1 300 000 livres vendus. Luther, à lui seul, pèse un quart de la production imprimée allemande durant sa vie. Qui, aujourd'hui, peut en quelque sorte peser à lui seul un quart de la production imprimée. Donc vous voyez, il y a eu là un effet en quelque sorte. Le livre imprimé, effectivement, le manuscrit médiéval était déjà là, mais le livre imprimé, c'est quand même un effet d'échelle considérable. On franchit un effet de seuil, comme plus tard au XIXe siècle. Le quotidien aura une force de frappe distincte du livre imprimé tel qu'on le faisait depuis le XVIe. Est-ce qu'une figure intellectuelle se dégage? On parle encore une fois des hommes illustres. Est-ce que se caractérise, voilà, on évoquait Érasme, est-ce qu'il y a une figure de l'intellectuel, de l'homme illustre, de l'homme que l'on doit, vous évoquiez aussi le mécénat, qui doit être soutenu par les cours princières? Alors, je déplacerai un tout petit peu la question. En fait, il y a très tôt dans le mouvement humaniste la création d'un récit, d'une sorte d'histoire de soi-même, bien que ce soit des hommes qui sont en réalité indépendants les uns des autres. Ils ne travaillent pas au service d'une même institution, comme ça pouvait être le cas dans le cas des universités. Mais ils se construisent une sorte de récit, et on voit apparaître des listes de lettrés dans lesquels les mêmes noms reviennent toujours. Alors évidemment, un nom qui se dégage, et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, c'est le nom de Pétrarque, qui est une véritable référence. Et puis, il y a tous les Florentins qui vont construire un récit florentin de l'histoire de l'humanisme, avec des grandes figures comme Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini, qui sont des personnages très intéressants pour notre thématique, puisqu'ils ont fait carrière à la fois et au début de leur carrière à la curie pontificale, y compris à la fin du grand schisme, et ensuite comme chancelier, en l'occurrence ces deux-là, de la ville de Florence. Mais dans d'autres espaces, on a un autre type de figure d'humaniste qui est le maître d'école. Avec ce grand mouvement pédagogique qui soutient le développement de l'humanisme. À Ferrare notamment. À Ferrare, oui, en particulier. Mais les humanistes ont progressivement constitué ce qu'ils appellent la République des lettres. Le terme apparaît d'ailleurs au XVe siècle et il va se nourrir tout d'abord de rencontres, de visites, la Peregrinatio Academica. Il va se nourrir de l'échange de lettres, avec y compris même la publication de ces recueils épistolaires. Il va s'alimenter aussi de ces libri amicorum que, en quelque sorte, lorsque l'on se rencontre, on signe. Et finalement, la République des lettres est une institution informelle, mais qui va s'installer dans le paysage européen avec l'idée que les gens de savoir ne sont pas uniquement dans les universités, donc avec une République des lettres qui peut inclure des universitaires, mais qui se construit en marge des corporations, puisque les universités sont des corporations, qui ont un pied dans la cour, parce qu'un certain nombre de ces gens de la République des lettres appartiennent aux cours, et qui donc bénéficient de la protection du mécénat, et puis qui d'autre part, puisque cette République va durer jusqu'au XVIIe siècle, avant de se diviser entre une République des lettres et une République des sciences, qui va aussi être un espace qui va dépasser les frontières confessionnelles lorsque celles-ci vont s'installer en Europe au milieu du XVIe siècle. Donc cette période a vu se constituer comme ça une espèce de réseau international de lettrés qui n'est pas la reprise exacte des universités, puisqu'on peut avoir finalement des gens de toute religion, des gens qui viennent des écoles, d'autres des universités, d'autres qui sont dans l'Église, d'autres qui sont hors de l'Église, d'autres qui sont des humanistes au service des princes. Et on a des institutions nouvelles, d'ailleurs, qui se constituent, les académies,
qui sont en marge des universités, ou des institutions type le Collège des lecteurs royaux, qui deviendra le Collège de France. Sylcavy, on parle souvent de la redécouverte des textes grecs, d'Aristote, etc., via le canal arabe, à l'époque du XIIIe, XIVe siècle. Qu'est-ce qui distingue la période du XVe siècle dans la redécouverte ou la continuité de la découverte de ces textes sous l'égide de l'humanisme? Alors, les humanistes du XVe siècle se caractérisent par un très grand amour de l'Antiquité. Et j'utilise cette expression parce qu'ils l'expriment de cette manière. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cela à l'époque de saint Thomas d'Aquin, où l'amour de l'Antiquité n'était pas aussi profond. Alors, évidemment, on connaît certains aspects de l'Antiquité à l'époque de Thomas d'Aquin. Par exemple, la rhétorique de Cicéron, et d'ailleurs on lui attribue des choses qui ne sont pas de lui, mais est connue. Mais ce qu'on découvre, et l'exemple de Cicéron est assez emblématique, on se met à découvrir Cicéron comme un homme politique, un rhéteur politique, et c'est lié notamment à la découverte d'un certain nombre de textes qui existaient au Moyen-Âge, puisqu'on a bien pu les copier, mais qui n'avaient pas circulé. C'est notamment le cas de recueils épistolaires de Cicéron, qui ont été, par exemple, redécouverts par Pétrarque lui-même à la bibliothèque capitulaire de Vérone, c'est-à-dire dans la bibliothèque des chanoines de Vérone. Il retrouve une des grandes collections épistolaires de Cicéron qu'il va contribuer à diffuser. Et il y a beaucoup de textes comme ça qui vont être redécouverts en latin et puis rapidement en grec. Alors là, il faut évidemment faire la part du contexte international, qui est la chute de Constantinople, le fort mouvement migratoire de lettrés grecs vers l'Italie, et puis aussi des initiatives pontificales, précisément, qui sont le dialogue avec les Grecs en vue d'une unification des églises, le rôle notamment du concile de Florence, alors Bâle fait rare Florence, mais c'est à Florence que ça se joue, et là il y a vraiment un mouvement intense de traduction du grec en latin, parce qu'on se rend compte tout simplement qu'on n'arrive pas à se parler, parce qu'on ne se comprend pas, c'est-à-dire que la patristique grecque est connue par un certain nombre de médiations de pères latins qui connaissaient, eux, le grec et qui ont pu incorporer le message de la patristique grecque. Mais finalement, ensuite, il y a une sorte de perte. Alors, non que personne n'ait connu le grec au Moyen-Âge, ça c'est ce que racontent les humanistes, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Mais c'est évident qu'on n'enseigne plus le grec. Alors qu'à partir du XVe siècle, alors on mentionne souvent la date emblématique de 1406, lorsque Florence invite Manuel Chrysoloras, qui est un ambassadeur de l'empereur byzantin, à venir enseigner le grec aux jeunes Florentins, comme une sorte de date fondatrice. Mais indépendamment de la réalité de cette date fondatrice, il est clair que très rapidement, l'Antiquité latine et grecque, à laquelle va ensuite s'ajouter la troisième langue, l'hébreu, devient vraiment le cœur de la définition de l'humaniste. Oui, moi je crois que le rapport à l'Antiquité évolue entre le Moyen-Âge et la Renaissance. J'aime beaucoup cette formule du regretté Jean-Pierre Massot, qui était professeur à Liège, et qui disait « La Renaissance ne découvre pas l'Antiquité. Elle découvre qu'elle est morte et donc qu'elle est à réinventer. C'est-à-dire qu'elle est mise à distance et elle va être historicisée. L'Antiquité va du coup être une Antiquité que l'on veut véritablement redécouvrir dans sa langue, dans la diversité aussi de ses textes, dans son historicité même. Par exemple, voyons ce qui concerne le droit, là où le Mos Italicus avait tendance à considérer que le droit romain était un système totalement clos sur lui-même. Le Mos Gallicus, qui se développe au XVe siècle, dit « mais attendez, il y a des textes qui ne font pas système parce qu'ils ont été pris pour certains sous la République, pour d'autres sous l'Empire, donc avec des siècles parfois d'écart. » Donc il y a vraiment cette approche de l'Antiquité dont on ne vit plus dans la continuité.
Et par conséquent, le rapport à l'Antiquité devient un rapport non plus de récupération, je dirais, mais de citation, de mise à distance. Ça, c'est un premier point important. Ensuite, les anciens, évidemment, restent des modèles. Mais en même temps, des modèles qui ne sont pas indépassables. Et très vite, par exemple, lorsque l'on a des découvertes le long des côtes d'Afrique, lorsqu'on a des découvertes de l'Amérique, etc., lorsqu'on a des découvertes techniques, l'artillerie, etc., eh bien, on constate que les anciens savaient beaucoup de choses, mais qu'ils ne savaient pas tout. Et je ne sais plus quel humaniste dit, finalement, on en a plus appris en 100 ans avec les Portugais qu'en 1000 ans avec les anciens. Par conséquent, l'Antiquité est la source des savoirs. Ce sont des modèles, mais pas des maîtres. Et prenons un exemple très concret, le rapport à la langue vernaculaire. Dans les écoles, on dit qu'il faut effectivement apprendre le latin cicéronien, etc., pas un latin abattardi par les scolastiques, etc. Mais dans le débat sur la langue, lancé en Italie dans les années 1520, puis ensuite avec des arguments qui sont repris en France du Bellay, bien imiter les anciens, ça ne consiste à pas parler latin ou grec comme eux, ça consiste à faire comme eux, c'est-à-dire parler sa langue et l'illustrer par des œuvres que l'on écrira directement en langue vernaculaire, et même pour aider ces langues vernaculaires, montrer qu'en traduisant les anciens, non pas du grec au latin, mais par exemple du grec au français, ce que fera Amyot avec Lévy de Plutarque, eh bien on va montrer que les langues vernaculaires contemporaines sont capables d'accueillir ces grands modèles qui étaient de l'Antiquité. Et par exemple, sur ce modèle, on va construire des grammaires pour donner un code, en quelque sorte, grammatical aux langues. Et la première grammaire française, par exemple, est écrite en latin. C'est significatif, parce que les anciens offraient des modèles de grammaire, de langue stabilisée, illustrée à travers les âges, par de grands monuments. Et donc, bien imiter les anciens, ça n'est pas être des imitateurs serviles, mais c'est dans une imitation-émulation qui consiste à faire comme eux pour les dépasser. Est-ce qu'on peut dire que Rome a été, parce qu'on associe la Renaissance à Florence, bien évidemment, est-ce qu'on peut dire que Rome doit être réhabilitée dans son rôle, précisément de redécouverte de l'Antiquité, dans la mesure où l'Antiquité, vous aviez Athènes et Rome, et donc que Rome était le centre de tout? Alors, en réalité, la papauté a toujours eu un rapport extrêmement étroit avec le modèle impérial romain. Alors, en particulier, à partir du moment où la papauté entend se reconstruire, la fameuse réforme grégorienne s'appuie sur des modèles d'autorité impériale romaine et se place dans la continuité. Mais c'est un modèle qui est également extrêmement actif et efficace au moment d'une autre reconstruction de la papauté, qui est celle du milieu du XVe siècle. Et là, elle s'appuie sur un véritable groupe de lettrés, ou d'intellectuels, en tout cas de lettrés, qui sont au service de la papauté. Alors pour de multiples raisons, mais notamment pour la difficulté qu'ils ont à trouver du travail comme humaniste. Il faut se caser, on va dire. Or, la papauté offre dans ses infrastructures, notamment la chancellerie, qui est le lieu où on rédige les lettres et où on invente un langage du pouvoir, on trouve là de très nombreuses places pour ces humanistes. Si bien que, et c'est ce que montre par exemple Clémence Revez dans son livre, dès la fin du Grand Schisme, les premiers humanistes travaillent à la Curie, et ils travaillent ensuite à cette reconstruction de la papauté qui emprunte, alors par sa langue, mais également par bien d'autres moyens, notamment là par les arts, la redécouverte et l'usage et la réappropriation, comme on vient de le dire, d'un certain nombre de modèles iconographiques, parce qu'on se met à aller chercher des traces de l'Antiquité, ne serait-ce que pour réinventer une écriture, ce que les humanistes réinventent un code graphique alors qu'ils empruntent en partie à l'époque carolingienne, mais également
à la seule écriture qu'ils peuvent lire et qui proviennent véritablement de l'Antiquité, à savoir l'écriture épigraphique. Et Poggio Bracciolini, qui est un Florentin mais qui travaille à la Curie, a des carnets de notes où il relève des inscriptions, il fait des dessins d'Antiquité. Donc on a là quelque chose de très actif et qui contribue à cette reconstruction, alors pas seulement institutionnelle, mais aussi symbolique de la papauté, je crois. Et ça va continuer durant tout le XVIe siècle. La Rome baroque, pour affirmer la monarchie pontificale, aura besoin de s'appuyer en quelque sorte sur l'Antiquité impériale, en redressant les monuments anciens, en restaurant les arcs de triomphe, en rétablissant les obélisques. Il suffit de voir aujourd'hui la colonnade de Saint-Pierre, la place Saint-Pierre, pour voir que derrière, il y a un modèle architectural, mais qui est celui de l'Antiquité et qui est récupéré pour la plus grande gloire de la monarchie pontificale, qui a besoin, en quelque sorte, d'affirmer son autorité face notamment au conciliarisme, qui avait été quand même très fort au début du XVe siècle. Mais votre question, en même temps, elle interroge l'historiographie de la Renaissance. Burckhardt, dans son livre, est principalement intéressé par les petites cours, Ferrare, Mantoue, dans lesquelles il voit apparaître des hommes nouveaux, que sont les princes, qui deviennent en quelque sorte les seigneurs des communes, et d'autre part, des artistes. Et il y aura une espèce d'alliance, en quelque sorte objective, entre ces nouvelles familles qui sortent, en quelque sorte, les Est, puis ensuite les Médicis, qui seigneurialisent le pouvoir communal, et d'autre part, ces artistes. Et donc, il avait un peu écarté, je dirais, à la fois les grandes villes marchandes, ce que Braudel, au contraire, interrogera dans le modèle italien, Braudel historien, en mettant au XXe siècle en avant le rôle, par exemple, de Venise et de ses républiques urbaines. Mais en fait, jusqu'à une date assez récente, on avait du mal à considérer que Naples ou Rome pouvaient être, en quelque sorte, des lieux de la Renaissance. Parce que Naples apparaissait comme le royaume, donc le monde féodal, en quelque sorte, le monde d'avant, le monde médiéval, et dans un XIXe siècle qui évidemment associait l'Église au monde d'avant, il n'était pas opportun en quelque sorte d'interroger Rome comme étant un foyer possible de l'humanisme et de la Renaissance. Or aujourd'hui, on sait que Rome a été, dès le milieu du XVe siècle, et ensuite tout au long du XVIe, XVIIe siècle, un des hauts lieux non seulement de la création artistique, de la création savante, le principal lieu finalement des sciences mathématiques, c'est quand même le collège romain à Rome. Galilée, avant d'être condamné par Rome, n'a eu de cesse que de travailler avec la Curie, etc. Et donc, cette idée d'une Rome qui serait restée en quelque sorte en marge de la Renaissance, aujourd'hui, est complètement abandonnée. Alors, est-ce que malgré tout, la Renaissance suscite au sein de l'Église des oppositions ? Alors, si on se place au XVe siècle... Je me permets de préciser, est-ce que, au fond, l'Église voit dans ce mouvement, ou des hommes d'Église, non pas l'Église, puisque vous évoquiez tout à l'heure la diversité, la papauté, la curie, les évêques, le clergé séculier régulier, etc. Est-ce que certains hommes d'Église considèrent que dans ce mouvement, on peut trouver une forme de remise en cause doctrinale ? Alors, il y a... très clairement des mouvements d'opposition à certains aspects de ce programme humaniste, et notamment du programme éducatif. Mais je pense qu'il faut vraiment bien distinguer les choses. D'abord, il y a très clairement des effets de concurrence. En réalité, ces hommes qui fondent un nouveau modèle pédagogique entrent en concurrence avec d'autres groupes qui avaient leur modèle. Et il y a par exemple un groupe qui entre assez frontalement en opposition, est le groupe des observants, par exemple. Et là, il y a... Franciscains, notamment, vraiment plus spécifiquement franciscains. Et, un refus de l'intelligence ? Pas du tout. C'est une autre intelligence.
et une autre manière d'envisager la hiérarchie des savoirs et l'objectif du savoir ultime. Et puis, il y a aussi des questions qui sont très contextualisées, qui sont vraiment des rapports de pouvoir à l'intérieur des villes, à l'intérieur des États. Alors, parfois, les positions se figent et deviennent même des clichés. Donc, il devient normal, quand on est humaniste, d'avoir maille à partir avec un observant franciscain. Et à l'inverse, quand on est un observant, de casser du sucre sur le dos d'un lettré humaniste. Alors, je force un petit peu le trait, mais je pense qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là de représentation des groupes et de groupes concurrents dans le domaine du savoir, de l'encadrement de la société, puisque c'est de ça dont il s'agit. Est-ce que, je me permets de rebondir, est-ce que l'humanisme, au fond, parce que l'humanisme c'est l'homme, est-ce qu'on perçoit ou on conçoit l'idée que cette idée d'humanisme puisse remplacer l'idée du divin ? Je pense que c'est un grand miracle que l'homme, je crois que c'est une formule c'est de Pic de la Mirandole ou de Marcille Fissin. Je pense qu'il ne faut pas opposer l'humain et le divin chez les humanistes. Il y a à l'intérieur de l'Église en Italie un intérêt, en quelque sorte, à récupérer cette culture nouvelle pour la plus grande gloire de Dieu et de l'institution. Il n'en va pas de même partout ailleurs. En Espagne, on peut avoir, par exemple, le cardinal Cisneros, qui est quand même à la fois inquisiteur, principal ministre d'Isabelle la catholique, etc., fonde quand même l'université d'Alcalá de Henares. Il met en place la polyglotte d'Anvers. Donc on a des prélats très installés et qui ont vu l'intérêt à cela. Mais il se trouve qu'à l'intérieur d'une église qui n'est pas monolithique, il y a ce que l'on appelle les universités, la scolastique, les facultés théologiques qui sont assez faibles en Italie, mais qui sont au contraire très puissantes à Paris, à Louvain, etc. Et là, on a un affrontement entre les humanistes et les facultés de théologie, pas tellement en Angleterre, mais plutôt sur le continent. Et ces facultés de théologie, elles sont liées à certains ordres religieux, les dominicains et les franciscains principalement. Et de ce point de vue-là, on a des affrontements. C'est la querelle sur les hommes obscurs, c'est la condamnation de Rochelin par la faculté de théologie de Paris parce qu'il entendait défendre l'Église des Hébreux. C'est les polémiques entre la faculté de théologie de Paris et Erasme sur la nécessité de connaître le grec pour faire de la théologie, la question de savoir si on peut traduire finalement, sur nouveaux frais, à partir du grec directement, voire de l'hébreu pour l'Ancien Testament, les Écritures. Donc là, on a des affrontements qui fait que Rabelais, finalement, va se moquer des Sorbonnagres, ces hommes obscurs. Ulrich von Hutten écrit un livre qui vient d'ailleurs d'être réédité sur les épîtres aux hommes obscurs. Et là, on vise les ordres mendiants. Rabelais quitte quand même les franciscains, il était franciscain, parce qu'on lui interdit d'apprendre le grec. Et les Chartreux, l'ordre des Chartreux va interdire l'apprentissage du grec. Et il est intéressant de voir qu'un certain nombre d'humanistes ont été attirés justement par les ordres religieux qui étaient les plus éloignés des facultés de théologie, certains ordres bénédictins, des ordres contemplatifs, et même Erasme qui n'aime pas, qui est lui-même religieux, qui n'aime pas les religieux qui se sont constitués un peu comme une secte à l'intérieur de l'Église, eh bien, écrit quand même un colloque sur les Chartreux dans lequel il a de l'admiration pour cet ordre. Qu'est-ce qu'ils aiment, ces humanistes, dans ces ordres anciens ? C'est qu'ils vont pouvoir y trouver la quiétude, la sérénité pour pratiquer l'osium literarum, c'est-à-dire le loisir lettré. C'est très loin de la scolastique qui avait envahi les universités. Mais vous montrez dans votre livre qu'il y a... les moines au temps des réformes, qu'il y a un véritable mouvement de réforme au sein du monde monastique. Que doit ce mouvement de réforme à l'humanisme ? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, ou au contraire, voilà, il y a une forme de repli sur soi du monde monastique par rapport au savoir ? Cécile a rappelé que les observantes, c'est-à-dire qui sont apparus au XVe siècle dans l'ordre franciscain, eux ont été très souvent hostiles aux études, aux lettres. Mais d'autres réformateurs, je pense à Trithemius en Allemagne par exemple,
ont été, ou même en Italie, la congrégation de Sainte Justine de Padoue, n'ont pas été hostiles aux études, mais ont été hostiles, par exemple, à la prise de grade à l'université, ont été hostiles à la théologie scolastique et étaient plutôt intéressés par un retour à la règle. Ad fontes, pour eux, c'était ad regulam, en quelque sorte. Allez, retour à la règle et non pas aux commentaires de la règle. C'était retour, par exemple, aux pères de l'Église. Oui. Érasme a été un très grand éditeur des pères de l'Église. Il a énormément publié de vie, à commencer par évidemment Saint Jérôme, qui est sa figure favorite. Donc il y a effectivement une pluralité de réformes. Certaines, finalement, sont l'expression d'une volonté de retour aux sources, en quelque sorte, et d'autres, par hostilité aux universités, ont parfois eu une dimension un petit peu anti-intellectualiste. Et si je peux ajouter un exemple qui, évidemment, n'a pas l'ampleur d'Érasme, mais qui me semble tout à fait emblématique, c'est un exemple du premier tiers du XVe siècle. Il s'agit d'un homme, Ambrogio Traversali, qui fait partie d'un ordre absolument inconnu, l'ordre des Camaldules, sur lequel j'ai fait ma thèse, c'est pour ça que je suis heureuse d'en parler, mais qui, en fait, rentre dans cet ordre, et pour des raisons difficiles à reconstituer, mais sans doute par des opportunités de contact, apprend le grec et devient véritablement un humaniste au sens propre. Et il est cité dans les listes d'humanistes. Il a un rôle essentiel au moment du concile de Florence, puisqu'il travaille vraiment en accéléré. Mais alors, ce qui me semble très intéressant, c'est deux choses. Dans sa jeunesse, à un moment, un changement de prieur dans son monastère fait qu'on lui interdit de travailler. Le pape lui-même doit, sans doute parce qu'il a été averti, envoyer une lettre pour dire non, il faut le laisser travailler parce qu'il travaille pour l'Église. Et puis, ce même homme va devenir prieur général de son ordre et la lecture, notamment les lectures patristiques, latines et grecques, vont nourrir sa conception de la réforme. Alors je ne suis pas sûre qu'il ait été un très efficace réformateur, mais en tout cas dans son idée de la réforme, telle qu'il exprime dans ses très nombreuses lettres, on a là véritablement, on voit comment ces études ont pu nourrir ce renouveau monastique. Si je peux préciser une chose, l'Église n'a pas le monopole de la réforme, puisqu'il y a une réforme qui va se dessiner à l'intérieur de l'Église, mais parfois sans l'assentiment toujours des autorités. Par exemple, ce qu'on a appelé le cercle de Meaux en France, c'est-à-dire une réforme dans l'Église, mais de sensibilité évangélique, inspirée par les idées de Lefebvre d'Étaples, qui est un des acteurs d'ailleurs de cette réforme, mais on aurait aussi des cercles en Italie, autour de Morone, à Modène, etc., qui incarnent cette réforme de type évangélique à l'intérieur de l'Église. Et puis il va y avoir une réforme très vite en dehors de l'Église. Et celle-là, à l'époque, on a parfois accusé les humanistes d'en avoir été en quelque sorte le levain de l'hérésie, et c'est vrai qu'un certain nombre de ces réformateurs étaient des humanistes, Mélanchthon, Calvin, mais un certain nombre de gens qui sont restés dans l'Église, comme Érasme, à qui le pape Paul III a proposé quand même le chapeau de cardinal en 1535, étaient des humanistes et sont restés dans l'Église. Et puis je rappelle aussi que une partie de la réforme protestante ne vient ni des humanistes, ne vient pas des humanistes, mais vient des scolastiques eux-mêmes. Luther était un moine augustin qui n'avait pas beaucoup de sympathie pour les belles lettres. Enfin, il trouvait d'ailleurs qu'Érasme était un peu trop porté sur les antiquités profanes et il préférait de ce point de vue-là, il préférait le Lefebvre d'Étaples. Mais je rappelle que Bucer étaient aussi, Conrad Pélican était d'anciens dominicains ou d'anciens franciscains. Donc, il y a en fait, le début du XVIe siècle, il n'est pas marqué par les abus de la fin du Moyen-Âge et soudain la réforme en majesté avec un R majuscule. Il y a un bouillonnement de réformes dans les ordres religieux, dans l'Église, hors de l'Église, etc. Alors, il reste moins de 4 minutes pour évoquer une question difficile. Est-ce que si on sort, on va dans le monde laïque et non pas dans le monde des clercs, est-ce qu'il existe un anticléricalisme humaniste ? Alors, il y a un antimonachisme humaniste assez fort dont on trouve la trace chez Lorenzo Valla, tout d'abord, chez Érasme,
chez Rabelais, paradoxalement des gens qui connaissaient parfois ce milieu, comme Érasme, qui était un ancien moine, ou Rabelais. Et en fait, c'est un anticléricalisme et qui n'est pas antichrétien. C'est de dire que les règles monastiques ont fini par se distinguer de l'Évangile, alors que l'Évangile est pour tout le monde. On finit par créer une hiérarchie, en quelque sorte, de chrétiens entre ceux qui ont plus de chances de faire le salut que d'autres, notamment les moines plutôt que les laïcs, les vierges plutôt que les femmes mariées. Et ça, c'est quelque chose qui est remis en cause. Mais voilà, c'est un antimonachisme, probablement plus qu'un anticléricalisme, lorsqu'il s'agit de l'humanisme resté catholique, parce que des humanistes, évidemment protestants, eux, vont être anticléricaux, mais pour d'autres raisons. Ce qui signifierait qu'on peut faire son salut en dehors du monastère. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais ça a besoin d'être réaffirmé. Voilà, oui. Alors, non, la différence peut-être importante est que, de fait, le mouvement humaniste va contester l'exclusivité des clercs à parler des domaines savants, y compris de la théologie, puisque Lorenzo Valla, qu'on vient de citer, écrit un traité sur les vœux religieux, et commente la Bible, etc. Donc, je pense que là, il y a une rupture qui est vraiment importante. C'est très fort. Voilà. Eh bien, merci d'avoir montré ce bouillonnement intellectuel de la Renaissance et comment finalement l'Église y est liée. Jean-Marie Le Gall, Les humanistes en Europe, votre ouvrage paru chez Ellipse, et Défense et illustration de la Renaissance aux presses universitaires de France. J'avais amené avec moi les moines au temps des réformes. Nous ferons, cher Jean-Marie, une émission sur ce sujet parce que je le trouve très passionnant, l'idée de réforme, de rénovation. Cécile Cabi, autoportrait d'un moine en humanisme, paru aux éditions d'Histoire et Littérature. Il s'agit d'un éditeur italien et vous avez dirigé ce travail Église et grands hommes entre Renaissance et Réforme, un ouvrage paru à l'École française de Rome. Je voudrais aussi citer cet ouvrage, nous l'avons mentionné plusieurs fois dans l'émission, donc Romam Veni, Humanisme et papauté à la fin du grand schisme. Il s'agit de la thèse de Clémence Revest, parue chez Champvallon, et je recevrai sûrement Clémence Revest sur Storia Voce, notre partenaire. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs et chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. N'hésitez pas à vous rendre sur KTO TV afin d'écouter, de regarder les anciennes émissions que nous avons pu enregistrer, notamment avec vous, Cécile Cabi, et rendez-vous également chez notre partenaire. 700 émissions, 700 podcasts vous attendent sur Storia Voce, dont celle enregistrée sur les cours princières avec Jean-Marie Le Gall. Merci encore et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro d'Au risque de l'histoire.